Si vous aussi il vous arrive d'acheter des mangas reliés, vous aurez peut-être remarqué que la plupart des mangaka ont pour habitude de s'exprimer sur leurs œuvres, leurs conditions de travail ou plus simplement sur leur vie au travers de petits textes sur les jaquettes, ou plus rarement via des interludes entre les chapitres. Ces espaces d'expression libre sont pour nous lecteurs un moyen d'en savoir plus sur les auteurs, ce qui nous permet par là même de mieux appréhender l'œuvre qu'on s'apprête à lire. Mais certains rares auteurs n'ont aucun petit encart et ne s'expriment que très peu sur leurs œuvres ou sur eux-mêmes. C'est le cas de Joji Morikawa, plus connu sous le nom de Morikawa. Alors, est-ce par simple pudeur ou bien une envie de s'effacer au profit du récit ? On sait pas trop. Quelle qu'en soit la raison, on se rend très vite compte à la lecture de Hajime no Ippo que le manga n'en a en réalité pas réellement besoin. Pourquoi ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir juste après le générique. Les mangas, c'est une violence incroyable. Alors, avant de répondre à la question de l'intro, petite remise en contexte sur qui est Morikawa. Commençons par le début, nous sommes en 1970. Et à cette époque, de la télé noir et blanc, Morikawa a seulement 4 ans. Et va découvrir les mangas grâce à Ari no Kaze, un manga de Tetsuya Shiba, nous décrivant la scolarité et les aventures sportives d'un garçon au caractère bien trempé. Morikawa va alors développer une certaine admiration pour l'œuvre et pour son auteur. Il n'aura plus qu'une idée en tête, le rattraper. Je vais t'attraper, papa! Je vais t'attraper! C'est avec cette idée en tête qu'il va dessiner jusqu'à ses 15 ans seul. Âge auquel il va s'essayer à faire quelques chapitres de type shoujo, comme l'avait fait Shiba à ses débuts. Mais cette fois, au lieu de les garder pour lui, il va les présenter à un éditeur qui décidera de les présenter à un concours de dessin dans le même magazine d'édition que Tetsuya Shiba, un magazine de la Kodansha, où il obtiendra une mention honorable. Une grande réussite pour lui qui le poussera à continuer et à se plonger à fond dans son rêve de mangaka. Il commence donc à travailler en tant qu'assistant dans une équipe éditoriale tout en dessinant dès qu'il en a le temps afin de rendre d'autres essais, quitte à même dessiner pendant ses cours. Et ce travail acharné va lui permettre d'avoir encore une mention honorable pour son second essai, puis de gagner enfin le prix pour son 3e essai. Alors bien sûr, c'est la joie. Ah, c'est superbe! Quel pied! Ah, quel pied! Oh putain! Oh là 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 là! Mais celle-ci ne sera pas de très longue durée, car au 4e essai, le prix sera jugé sur des compositions complètes, c'est-à-dire un tome relié. Il présentera donc ses essais reliés, mais il y aura bien plus de monde que d'habitude, et il s'apercevra que le niveau des débutants est très élevé, et qu'il a encore du chemin à faire. Nous sommes maintenant en 1983, 2 ans plus tard, c'est la fin du lycée pour Morikawa, et fruit de son travail personnel, il sort dans la discrétion un petit premier manga qui s'appellera Silhouette Night, sur des rebelles en moto participant à des courses clandestines. Et justement, coïncidence ou non, il va par la suite être mis assistant de Chiuchi Shigeno, qui deviendra l'auteur d'Initial D et qui travaille actuellement sur Bari Bari Densetsu, un manga très connu au Japon qui est un manga de course de moto clandestine. Le plan de Morikawa est alors simple, être encore assistant une dizaine d'années puis se faire publier. Mais son tento, c'est-à-dire la personne qui le conseille, n'est pas de cet avis et le pousse à essayer de sortir ses productions. Sauf qu'une sérialisation à l'époque ça prenait en règle générale 2 ans, donc il continue son travail d'assistant tout en travaillant sur ses propres séries, et 2 ans plus tard, il sort les premières pages de Kazuya Now, un manga de foot, un genre très en vogue depuis la sortie en 81 de Captain Tsubasa, mais malheureusement après 2 volumes l'aventure est vite arrêtée, même si son éditeur est plutôt confiant pour la suite de ce jeune homme et lui laisse réessayer pour un second titre. Il va donc reprendre pour 2 années pour mettre au point un manga de Formule 1 cherchant un sport beaucoup plus inédit et visant donc un public plus de niche en reprenant les codes de manga de sport motorisé qu'il a très bien appris auprès de son senpai de l'époque, Shiushi Shigeno, qui lui lancera son manga de course automobile 10 ans plus tard avec Initial D.
Bref, cette seconde tentative est aussi un échec, ce qui implique une grande période de doute et de réflexion pour Morikawa, car en effet son Tento avait vu juste. Les choses vont très vite. Morikawa a donc, après 4 années, fondé une famille. Avec cette famille à charge, il doit commencer à faire des rentrées d'argent. Et se pose la question s'il ne doit pas arrêter pour trouver un travail plus stable. Mais finalement, après une grande réflexion avec son Tento, il décide de faire un dernier essai et de tenter un manga qui parle de ce qu'il passionne le plus, la boxe. Jusque-là, il avait évité le sujet, étant donné que l'aura de Ashita Nojo et de son sensei, Maître Shiba, planait énormément sur ce style de manga. Il va donc décider et déclarer « Je ferai un manga de boxe, mais complètement différent de Ashita Nojo ». Il va donc encore travailler pendant 2 ans afin de peaufiner ses personnages et son histoire pour sortir en 89 les premiers pas de son héros, ce qui est justement le titre de son livre, Hajime no Ippo. Et dès les premières pages, la démarcation avec Ashita Nojo est flagrante. Là où Joe débute avec des plans sur la ville, dépeignant un contexte social contrasté entre la grande ville et sa périphérie, suivi d'une apparition subtile d'un héros solitaire très énigmatique, Ippo démarre sur un décor familier et neutre, celui de l'école, et surtout par un gros plan sur un personnage principal qui nous expose sa situation familiale sans détour. Une situation plutôt singulière, celle d'un jeune ado ayant perdu son père et aidant au mieux sa mère, propriétaire d'un magasin de pêche. S'il n'est pas rare d'avoir des enfants orphelins dans les shonen pour des raisons d'indépendance, il est bien plus rare par contre d'avoir un des 2 parents en vie. Et dans Ippo, ce n'est pas du tout anodin. Mais ça, ce sera plus pour la deuxième partie. Pour l'heure, il faut surtout voir que Ippo et Joe Yabuki sont l'antithèse l'un de l'autre au niveau de leur personnalité. Ippo est un bon fils de famille très introverti, alors que Joe est bien plus combattant et ne se laisse pas faire. On pourrait y voir là un choix qui semblerait correspondre au canon de tendance de popularité du Jump, mais si on réfléchit de manière beaucoup plus symbolique, on peut voir que Tetsuya Shiba, à partir de Kunimatsu Ichida, le héros de Hari no Kaze, a commencé à décider de ne plus jamais faire de personnages lisses et bons fils de famille, les considérant comme étant moins intéressants à travailler. Et on a l'impression que Morikawa a fait ce choix comme s'il voulait montrer à Shiba qu'il avait peut-être tort. Certains me rétorqueront à raison que malgré ces différences de départ, les 2 œuvres possèdent quand même un arc narratif très similaire. En effet, Joe et Ippo sont tous 2 des personnages qui ne connaissent rien à la boxe et à travers la rencontre d'un maître, ils vont être initiés et apprendre certaines techniques qu'ils testeront ensuite contre leur rival, qui est l'antithèse de ce qu'ils symbolisent. Pour Joe, Rikichi est un personnage d'une grande droiture et symbole du gentleman et des valeurs de la grande ville, tandis que Miyata est un personnage fort, indépendant et surtout plein d'assurance. Les 2 personnages ayant les techniques et les qualités personnelles qui manquent aux héros et qu'ils aimeraient avoir. Ce qui fait de Rikichi et Miyata des personnages qui sont des rivales, mais aussi des modèles à atteindre. Alors oui, sur un plan narratif grossier, on peut voir d'énormes similitudes entre les 2 œuvres. Certains les défendront en expliquant qu'elles sont inhérentes à toutes les œuvres nekatsu sportives, un genre qui est très codifié. Mais si on y regarde de plus près, certes Ippo et Ashita Nojo et la plupart des mangas de sport sont similaires sur un plan narratif, mais il en va de même pour un bon nombre de mangas shonen, et même plus généralement aussi pour les films, les séries en réalité. Et tout ça c'est pour une bonne raison. En effet, ces histoires veulent vous présenter la quête initiatique d'un héros, et comme l'explique Joseph Campbell dans Héros aux 1000 visages, pour démarrer l'initiation d'un héros, il existe un schéma appelé The Hero's Journey qui démarre généralement comme ceci.
Le héros est dans un monde ordinaire, il est alors touché par un élément d'un monde extraordinaire. Il fait alors un premier choix de refus de rentrer dans ce monde extraordinaire, puis ses craintes vont être supprimées, et enfin on passe au seuil de l'aventure. Et oui, beaucoup d'œuvres suivent ce schéma, mais cela en globalité. Vous vous doutez bien que c'est plus subtil que ça, et surtout on remarque, en mettant en parallèle Hippo et Ashita no Joe, en suivant ce cheminement narratif, que les deux œuvres sont un peu comme un miroir l'une de l'autre. Voyons cela ensemble. On a déjà bien parlé des héros et de leur place dans le monde ordinaire. On passe donc à l'appel de l'aventure, c'est-à-dire le moment où le héros se rend compte de l'existence du monde extraordinaire, qui est le monde de la boxe. Alors pour ce qui est de Joe, il va être littéralement touché et même assommé par la découverte de ce monde et de ses possibilités dévastatrices. Quant à Hippo, lui, va être sauvé par un boxeur et c'est ce côté salvateur et bénéfique de ce monde qui lui est donc présenté dans un premier temps. Ensuite, pour le refus de l'appel à l'aventure, pour Joe, cela se fait par opposition à la forte insistance de son guide, qui veut absolument le faire intégrer son monde, alors que lui n'en voit pas forcément l'intérêt. Alors que pour Hippo, c'est son guide qui met en doute ses capacités à intégrer ce nouveau monde, ne le sentant pas prêt. Et forcément, le passage au seuil de l'aventure, qui est l'étape d'après, se fera donc obligatoirement par le choix consenti de Joe qui veut tuer l'ennui, contrairement à Hippo qui va tout donner pour prouver qu'il est apte à accéder à ce monde. Voilà en résumé la construction narrative des deux œuvres. Alors cette opposition entre les deux œuvres pourrait être considérée comme assez étonnante quand on sait la grande admiration de Morikawa pour Shiba. Mais ce serait oublier que le scénariste derrière le personnage de Joe Yabuki n'était pas Shiba mais Ikki Kajiwara. Mais qui es-tu? Parle! Je suis Ikki, le chevalier phénix. La chaleur de tes flammes m'a ranimé. À présent, une deuxième vie s'offre à moi. D'ailleurs, Joe est un personnage dont Shiba ne reconnaît pas totalement la paternité. Donc, Morikawa ne fait pas du tout un affront à Shiba par le fond de son histoire, et c'est même tout le contraire au niveau de sa forme. Car Morikawa a beau adopter un trait mature, très emprunt au manga de Furio des années 90, il n'empêche qu'il lui reste quand même un côté très cartoonesque, qui trahit son apprentissage par la recopie du maître. Un trait qui évoluera énormément, mais qui gardera jusqu'au bout une certaine caractéristique. En ce qui concerne son style de découpage et la manière de mettre en scène, on sent qu'il a énormément appris en tant qu'assistant auprès de ses pairs et sur ses différentes publications, comme par exemple la bonne utilisation des sorties de cadre, des endroits blancs permettant de montrer les rémanences d'un objet, ou encore le jeu sur les onomatopées. Plusieurs choses plutôt basiques mais très bien maîtrisées et efficaces dans la narration de Morikawa. Mais en plus de ça, on voit aussi qu'il est influencé par ses prédécesseurs et qu'il a lu ce qui se faisait en boxe à l'époque. Comme quand on use et réuse de la démultiplication de coups de mouvement par case, comme si le temps se dilatait et que dans une case se passait 1001 actions, c'est quelque chose de très caractéristique chez Masami Kurumada, l'auteur des Chevaliers du Zodiac, qui avait justement écrit Ring ni Kakero entre 77 et 83, un autre manga de boxe où il y avait déjà les prémices des météores de Pégase. Bref, trêve de bavardage et concluons sur cette première partie. On peut résumer les premiers tomes d'Hippo comme une vraie machine à remonter dans le temps pour Morikawa, lui permettant de nous plonger dans son passé, de comprendre ce qui l'a influencé et construit en tant que mangaka. Cette partie sincère et authentique, bien que parfois un peu gentillette, sera appréciée par le public qui cette fois s'intéressera à son œuvre, permettant à Hippo de pouvoir atteindre son premier objectif, le même que celui de son auteur, devenir pro. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. D'ailleurs, tant qu'on en est au remerciement, j'en profite pour remercier tous les gens, les nouveaux et les anciens, à être toujours présents et à faire vivre la chaîne par vos likes, vos partages, etc. Ça me fait très plaisir de vous voir de plus en plus nombreux sur ma chaîne. C'est grâce à vous si elle vit. Et donc continuez, ça me fait vraiment très plaisir. J'en profite aussi pour vous dire que j'essaierai de faire beaucoup plus rapide pour la deuxième partie, de sortir la deuxième partie d'ici 2 semaines. Donc d'ici là, portez-vous bien et je vous dis à très vite. Salut!